Lorsqu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, c'était il y a 3 mois, je crois. Enfin, c'était à la rentrée au mois de septembre. On m'a dit, vous parlez de ce que vous voulez. Bon, ok. Sauf qu'il faut absolument parler des taux d'intérêt. Ça tombe bien puisque, comme on a une petite correction depuis mercredi dernier, on va focaliser pas mal sur les taux d'intérêt. Alors, bon, vu l'actualité, je voudrais juste vous faire une petite introduction générale, puis ensuite parler du poids de la politique, en fait, puisque c'est une année très politique, la politique internationale, sur les marchés de capitaux, notamment sur les marchés actions et de taux, évidemment. Un petit point sur l'Amérique, puisque, évidemment, l'attention depuis mercredi dernier va se focaliser sur l'Amérique, c'est normal. C'est normal parce que ça reste le principal marché directeur du monde, le marché des taux et le marché actions, et qu'il se passe des choses potentiellement importantes en Amérique. Et je ferai un point, évidemment, sur Trump, l'état de la question Trump. L'état de la question ayant, pour l'instant, 5 jours, mais je crois qu'on peut déjà tirer un certain nombre de conclusions. Pas définitives, mais de conclusions. Et puis je finirai par les taux d'intérêt. Tout ceci étant évidemment très très lié. Je voudrais juste vous rappeler quelques mouvements de fond dans lesquels nous vivons aujourd'hui. À mon avis, on est dans un cycle dans lequel vous avez 4 mouvements de fond. C'est que l'Amérique, pour l'instant, s'européanise beaucoup sur le plan économique et politique. L'Europe se japonise en grande partie. Dit autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance nominale, c'est-à-dire avec l'inflation, diminue tendanciellement. La Chine s'occidentalise et puis le Japon reste le Japon. Dans ce cycle, on a le maintien de 4 illusions, à mon avis. La première illusion, c'est que les banques centrales ont supprimé le cycle. Les banques centrales sont toujours là. Et ça, c'est l'une des illusions les plus dangereuses. Les banques centrales ne sont pas là pour assurer à tout prix, en toutes circonstances, la soutenabilité des marchés. Elles peuvent en plus faire des erreurs de diagnostic, elles peuvent faire des erreurs de pilotage. La nouvelle, alors, une illusion aussi, c'est que, évidemment, la nouvelle révolution industrielle arrive. La nouvelle révolution industrielle, avec les gains de productivité qui vont arriver, ça fait des années et des années que j'en entends parler. Pour l'instant, on ne voit strictement rien, au contraire, sur les gains de productivité. Parce que c'est une illusion, illusion suivant laquelle les gains de productivité vont inexorablement nous surprendre à la hausse au cours des prochaines années. Une autre illusion qu'on a aussi pas mal, c'est que la mondialisation ne peut que progresser. Tous les historiens qui ont travaillé sur ces questions, y compris Fernand Braudel, disent qu'il y a toujours de grands mouvements de fond, depuis le Haut Moyen-Âge, de mondialisation et de démondialisation. Dans ce cycle-là, je trouve également qu'il y a un refus croissant de l'économie sacrificielle. Hélicoptère-monnaie, c'est typique de cela. Et tous les bavardages qu'on entend en Europe à propos du revenu universel, c'était la même chose. Le refus des efforts et le refus de l'économie sacrificielle. Et pour moi, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Le poids de la politique. Alors le poids de la politique, je voudrais juste vous faire observer qu'on a des indicateurs d'incertitude politique qui ont été mis en place par un certain nombre d'universitaires américains, qui commencent à être assez intéressants, qui commencent à avoir du recul et qui montrent que depuis le début de la décennie, en fait, fondamentalement, vous voyez, suivant les pays, ça tend à monter. Pourquoi ? Parce que dans le monde riche, notamment dans le monde démocratique, on voit qu'on a de plus en plus de mal à mettre en place des majorités stables et cohérentes. Le bipartisme s'effondre à peu près partout, notamment dans les pays où il était très marqué, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, les États-Unis, parce que qu'est-ce que ça veut dire les États-Unis, le bipartisme, parti républicain, parti démocrate? Le parti démocrate américain est traversé par des courants complètement contradictoires et le parti républicain encore plus. Une progression de ce qu'on appelle le populisme un peu partout, le recul de la démocratie depuis une dizaine d'années, il faut quand même bien le voir, on est parvenu au niveau d'avant la chute du mur de Berlin, mais quand même, et puis la progression du terrorisme. Donc tout ça participe à une augmentation de l'incertitude politique. Alors sur les tensions géopolitiques, il n'y a rien de très très grave, mais vous voyez bien qu'à chaque fois,
Au niveau mondial, vous avez des tensions récurrentes, hein, la mondialisation du djihad, le conflit sunnite-chiite au Moyen-Orient, le retrait américain de cette région, qui va probablement être confirmé par Trump après Obama, la renaissance de certaines ambitions impériales, surtout la Russie, Turquie et la Chine, en mer de Chine, le risque protectionniste et la confrontation des puissances USA-Chine, quoi qu'il arrive, au cours des prochaines années. Sur le terrorisme, ce n'est pas la peine de nous étendre là-dessus. C'est la seule forme de violence politique qui augmente nettement depuis 15 ans, mais elle augmente très fortement. Et nous le savons mieux en France que quiconque, le nombre de victimes du terrorisme augmente et le nombre de pays touchés par le terrorisme augmente également. Le déclin de la démocratie, je n'aurais pas donné quand même un tableau trop noir, mais il faut être toujours assez réaliste. Hein. Les pays qui connaissent une expansion démocratique en bleu diminuent depuis 10 ans, depuis 2006, alors que les pays en expansion démocratique, en déclin démocratique, augmentent. Donc il y a un recul de la démocratie. De recul de la démocratie, ça veut dire, dans l'ensemble, un recul de la règle de droit, un recul de l'état de droit, de la stabilité des rapports, et en général, c'est marqué également par une faible efficience macroéconomique. Le protectionnisme a déjà commencé à augmenter. Si vous regardez en nombre de mesures protectionnistes, vous avez un think tank célèbre aux États-Unis qui s'appelle le Global Trade Alert, qui montre qu'en le nombre de mesures restrictives au commerce international a progressé. En fait, tout ce que je viens de raconter conduit à se demander dans quelle époque nous vivons. Et quelle époque nous vivons, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se rattacher à des cycles longs qui ont déjà existé dans l'histoire. Et je trouve que la période qui ressemble le plus pour l'instant à la période que nous traversons depuis une petite dizaine d'années, eh bien, c'est le dernier quart du 19e siècle, hein, ce qu'on a appelé la première longue dépression, hein, ou la première longue stagnation. C'est en général les historiens qui l'appellent comme ça. C'est la période du dernier quart du 19e siècle, en fait, qui a commencé à partir du krach de Vienne en 1873 et qui s'est achevé vers les années 1896. C'était des années, en règle générale, marquées par une croissance réelle et surtout nominale très faible, quand vous voyez les États-Unis, par exemple. Hein, une période marquée également par un contexte de mondialisation, d'innovation technique, de forte pression migratoire, il faut le savoir, par une croissance, je vous le disais à l'instant, réelle et nominale très faible. La croissance réelle était faible, beaucoup plus faible qu'avant et beaucoup plus faible qu'à la belle époque. Hein. Et donc, avec des pressions déflationnistes et avec des pressions politiques intérieures assez fortes, pas catastrophiques, hein, pas catastrophiques, mais assez fortes. Naissance donc des oppositions dans les grands pays occidentaux au régime en place, notamment les tensions politiques avec le développement du socialisme, du syndicalisme, le terrorisme à l'époque d'origine anarchiste, et une forte progression du protectionnisme. Les grandes tensions internationales à l'époque sont marquées par la progression du protectionnisme, ce qu'on appelle le tarif Bismarck, les tarifs McKinley, les tarifs Méline en France, etc. Voilà. Et vous allez me dire, bon, c'est pas terrible ce que vous êtes en train de nous raconter. Et c'était une période de taux d'intérêt très très bas, hein, puisque la croissance nominale était très très basse. Et les actions, vous allez me dire, qu'est-ce que faisaient les actions? Puisque finalement, vous voyez, entre 1873 et 1896, les actions, elles n'ont rien fait en nominal. Rien. Le S&P 500 est resté au même niveau. Alors vous allez me dire, on n'a pas gagné d'argent sur les actions. Si, on a gagné de l'argent quand même, parce qu'il y avait un taux de payout assez élevé, un taux de distribution de dividendes assez élevé à l'époque. Et compte tenu de la baisse des prix, vous avez une rentabilité totale réelle hors inflation relativement forte, de l'ordre de 3%. C'est bien inférieur à la moyenne historique, mais c'est tout de même assez correct. Voilà, une période, on va dire, médiocre. Et je trouve que depuis une dizaine d'années, dans l'ensemble, c'est plutôt à ce monde-là que nous ressemblons. Alors vous allez me dire, oui, ça c'est bien gentil, bon d'accord, ok, c'est le monde qui existe aujourd'hui, mais où est-ce qu'on va? Comment on est sorti de cette histoire de longue stagnation? On s'en est sorti grâce à deux phénomènes qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Premier phénomène, les innovations très fortes de la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire l'électrification, le moteur à explosion en fait principalement, la révolution des transports, qui
qui sont évidemment deux innovations majeures qui vont impacter le monde pendant plusieurs décennies, très positivement le monde pendant plusieurs décennies. Et le deuxième facteur, c'est l'émigration européenne irriguée dans les nouveaux territoires, les Amériques, évidemment, et puis également, quand je dis les Amériques, il y a l'Argentine également, et les États-Unis, évidemment, l'Océanie, l'Australie, etc. Tout ça, tous ces phénomènes de sortie par le haut de la crise longue qu'on a traversée, on a du mal à le voir aujourd'hui. Alors, quand on parle de tensions politiques, on pense potentiellement à ce qui peut se passer avec Trump, mais j'en parlerai à la fin de Trump. Il y a quelque chose qui arrive quand même de façon beaucoup plus proche de nous pour les prochains mois, c'est Brexit et le risque italien. Brexit d'abord. Alors, beaucoup de gens me disent encore, mais Brexit, finalement, ça n'a pas eu d'impact. On craignait beaucoup des choses beaucoup plus graves. En fait, Brexit n'a pas eu lieu. Hein. Voilà. Pour l'instant, c'est le statu quo total. Voilà. Le Brexit n'a pas commencé. Et ce qu'on peut dire, c'est que le choc d'incertitude de court terme a été bien géré, à la fois par les banques centrales et par les politiques, c'est-à-dire qu'on a eu un gouvernement britannique qui s'est mis rapidement en place, qui a assuré un semblant de cohérence, et il n'y a pas eu de tension très forte avec l'Union européenne. C'est la vision conciliante d'Angela Merkel qui l'a emporté. Voilà ce qu'on peut dire. Mais tout est encore devant nous. Tout est devant nous en matière de Brexit. Et on sait depuis quelques semaines que le fameux article 50 du traité de Lisbonne va être activé par le gouvernement britannique d'ici la fin du mois de mars. Et c'est là que va tout commencer. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, que ce qui a produit le référendum du 23 juin, c'est irrévocable. Seul un autre référendum pourrait le défaire. Il n'est pas question de faire un référendum contraire au cours des prochaines années. Et quant au contenu des futurs accords avec l'Europe, on est évidemment dans le flou le plus total. Il y a 85 000 lignes d'accords à réécrire. Toute la transposition des directives européennes dans le droit positif britannique est à réécrire. Nous n'en sommes, encore une fois, qu'au début d'un processus au moins long et au moins brouillon. J'ajoute que l'actuel gouvernement britannique est complètement tributaire des divisions du Parti conservateur sur la question, en particulier sur l'immigration et la participation au budget communautaire. On est en mode improvisation totale. Les Britanniques ont voté pour Brexit, ils n'ont pas voté pour l'objectif final, c'est-à-dire quelle relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et ils n'ont pas voté pour la feuille de route, c'est-à-dire comment on va à cet objectif. Donc, on est dans l'improvisation la plus totale. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Brexit pourrait bien se passer dans le temps, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie du soft Brexit, à la différence du hard Brexit. Pour moi, la distinction entre soft Brexit et hard Brexit n'a aucun sens, puisque la sortie d'un grand pays quand même de l'Union européenne, sans précédent dans l'histoire de la construction européenne depuis les années 50, et qui représente 17% du PIB de l'Union européenne, la sortie d'un pays aussi grand, aussi massif, et d'une structure aussi intégrée que l'Union européenne ne peut être, dans le meilleur des cas, qu'un processus extrêmement long, complexe, étendu, tout simplement parce que les enjeux sont considérables, et les débats multiples, les acteurs nombreux, les positions antagonistes. Voilà. Et ce d'autant que l'attitude idéale de l'Union européenne vis-à-vis du Royaume-Uni est très compliquée à définir ex ante. L'Union européenne ne peut pas être trop gentille avec le Royaume-Uni, sinon c'est laisser la porte ouverte à tous les candidats à la sortie. Donc il y a un certain degré de tension naturelle que l'Union européenne doit adopter vis-à-vis du Royaume-Uni dans le futur. Et alors en plus, on me dit souvent, mais bon, c'est juste une histoire de 2 ans. Vous savez, quand on notifie officiellement sa volonté de sortie de l'Union européenne, il y a un délai de 2 ans pour établir les nouvelles relations. Au bout de 2 ans, normalement, tout est fini. Pour prolonger, il faut un accord unanime des 27. 2 ans, c'est totalement illusoire. Vous savez, quand le Groenland a quitté l'Union européenne en 1985, pays de 55 000 habitants, un pays, structure politique de 55 000 habitants, il a fallu 3 ans de négociations. Et il y avait 4 sujets, ou 3, je ne sais plus. Il y avait les ours, il y avait la protection des espèces animales, il y avait des trucs comme ça, la pêche, voilà. Là, il y en a 50 sujets. Alors, 2 ans, c'est mission impossible. J'ajoute que tous les dommages collatéraux qui avaient été évoqués
avant le 23 juin et qui pouvaient surgir de Brexit sont encore là, hein, sont potentiellement devant nous. C'est-à-dire la désintégration du Royaume-Uni. Vous avez vu les positions très fermes du gouvernement écossais là-dessus, voire de la structure d'Irlande du Nord. Et toutes les incertitudes qui sont liées à la nécessité qu'aura le Royaume-Uni de renégocier tous les accords commerciaux avec les zones tierces, les États-Unis, la Chine, etc. Il y en a 53 hein, à renégocier. Et vous avez vu toutes les difficultés qu'on a à négocier. Alors vous avez vu la difficulté de la ratification de l'accord de l'Union européenne avec le Canada. Alors l'avantage quand même de Brexit, ça c'est un grand avantage pour l'allocation d'actifs, c'est que heureusement, merci Georges Soros, hein, qui nous a fait sortir le sterling du système monétaire européen en 92, tant mieux, il nous a rendu le meilleur service. Hein, parce que si le Royaume-Uni avait fait partie de la zone euro, alors là on serait dans un bazar sans nom. Hein. Ce serait un Grexit puissance 10. Voilà. Heureusement, donc, il reste la soupape de sécurité, la variable d'ajustement, qui est le sterling. Et le sterling, évidemment, le sterling depuis Brexit a beaucoup baissé, et à mon avis, ce n'est pas fini. Voilà. Je ne parle pas à court terme, hein, je parle dans le moyen terme, parce que c'est la variable principale d'ajustement du Brexit. Alors, deuxième question, l'Italie. Eh oui, et là, ça se rapproche, hein, c'est le 4 décembre. C'est un référendum sur la réforme institutionnelle qu'a engagé Matteo Renzi. La réforme institutionnelle, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe, hein, c'est la réforme du Sénat principalement, plus que quelques autres aspects. Le problème, c'est que le non, pour l'instant, dans les sondages, l'emporte. Et voilà. Alors, Matteo Renzi s'était engagé dans un premier temps à quitter le pouvoir s'il perdait ce référendum. Il est revenu dessus, mais de toute façon, sa position sera affaiblie. Hein. Et c'est là qu'on peut craindre un certain nombre de choses liées au référendum en fonction de l'ampleur du score et avec des effets de réverbération aussi sur la situation du système bancaire qui est, comme vous le savez, très fragile, avec 360 milliards de créances douteuses à gérer et toujours pas de solution définitive, hein, enfin, toujours pas de solution durable sur cette question. 360 milliards de créances douteuses, c'est à peu près 35% des créances douteuses du système bancaire européen, alors que l'Italie ne représente que 15% du PIB de la zone euro. Que devient l'Amérique ? L'Amérique, fondamentalement, elle surperforme l'Europe, mais elle décline aussi. Hein. Voilà. Elle décline aussi, pourquoi ? Parce que, pour des raisons démographiques, là, vous voyez, ça c'est le volume, c'est l'augmentation de la population d'âge de travailler en rouge, là. Vous voyez, ça n'arrête pas de diminuer. Le taux de participation, c'est la partie de la population en âge de travailler de plus de 16 ans qui est présente sur le marché du travail. Elle diminue. Pourquoi ? Parce que la population vieillit. Hein, et les cohortes se déplacent de plus en plus vers les 60, 65 ans, etc. Donc rien que par les phénomènes démographiques, la croissance américaine est forcément plus faible. À cela s'ajoute, c'est pour ça que ça me fait toujours un peu rigoler, les histoires de la révolution industrielle, du numérique, du digital, c'est génial, l'intelligence artificielle. On a pour l'instant, c'est-à-dire depuis 7 ans et demi dans ce cycle d'expansion, puisque l'économie américaine est repartie à la hausse à partir de l'été 2009, en 7 ans et demi, on a les plus faibles gains de productivité d'après-guerre, de tous les cycles expansifs d'après-guerre. 1,2% de croissance de la productivité. En moyenne, c'était 2,8%. Hein. Donc, gain de productivité très faible et croissance démographique plus faible, c'est pas terrible hein, pour la croissance. Alors souvent on me dit, ah oui, mais il y a la tech quand même, il y a la Silicon Valley, etc. Mais le poids de la tech ne progresse pas dans le PIB américain, ni dans l'emploi américain. Et l'utilisation de la tech par les grandes branches utilisatrices ne progresse pas aux États-Unis. Autre élément, la recherche-développement en pourcentage du PIB ne progresse pas. La tech, souvent, ça c'est quelque chose qui surprend les gens, mais la balance commerciale sur les biens tech est toujours déficitaire aux États-Unis, contrairement à ce qu'on entend souvent. À cela s'ajoutent d'autres éléments, et là, je ne veux pas faire de l'anti-Trump, parce que là-dessus, Trump est intéressant. Pour une fois, c'est sur le caractère profondément déclinant du dynamisme entrepreneurial aux États-Unis. Oui, parce que le dynamisme entrepreneurial a considérablement baissé aux États-Unis. Juste quelques chiffres. Regardez, ça, c'est le taux de création et de destruction d'entreprises en pourcentage du total du stock des entreprises. C'est un bon indicateur du dynamisme entrepreneurial. C'est-à-dire, plus il y a d'entreprises qui naissent et qui disparaissent, mieux c'est un signe de mobilité entrepreneuriale. Eh bien, manque de chance, ça diminue. Le nombre de créations et de destruction d'entreprises diminue en pourcentage du stock total des entreprises depuis une vingtaine d'années. L'âge moyen des entreprises augmente. Vous voyez ? Voilà. Et puis il y a d'autres points qui sont embêtants. Regardez ça, ce tableau.
Ça, c'est la part de marché, si vous voulez, c'est la hausse de la part des revenus des 50 plus grandes entreprises par branche. Ici, dans ce tableau, vous avez toutes les branches de l'économie américaine. Ben, vous apercevez que toutes les branches, pratiquement toutes les branches, voient leur part de marché augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie américaine est de plus en plus oligopolistique. Alors là, il y a un truc qui est bien chez Trump, ça mériterait d'être un petit peu plus précisé et développé, mais il sait attaquer un certain nombre. Alors, on ne sait pas si ça va développer si ça va déboucher sur quelque chose, mais il s'est attaqué à cette idée-là. Alors, il n'a pas proposé grand-chose de concret, mais c'est assez intéressant. Hein, parce que comment l'économie américaine s'en était sortie à la fin de la longue stagnation de 1873-1896, en grande partie aussi grâce à la législation antitrust, le Sherman Act, qui avait été beaucoup appliqué notamment par Teddy Roosevelt, hein, le président américain du début du XXe siècle. Ça, c'est intéressant. Mais pour l'instant, c'est franchement pas terrible. L'économie américaine est de plus en plus oligopolistique. L'économie américaine est moins mobile qu'avant. Moins mobile sur le plan géographique, mais alors ce qui est le scandale, moins mobile sur le plan générationnel. C'est-à-dire, hein, vous avez des économistes américains qui travaillent sur cette question, c'est-à-dire l'élasticité ou la sensibilité des revenus des enfants par rapport aux revenus des parents. Les pays les plus mobiles, c'est les pays scandinaves, évidemment, ce n'est pas vraiment une surprise, mais les États-Unis sont très peu mobiles de ce point de vue. Elles sont même moins mobiles que les États-Unis, qui sont quand même pas une référence, que la France, pardon, qui n'est quand même pas une référence dans ce domaine. Donc le tableau, je n'ai pas le temps de trop développer là-dessus, mais le tableau de l'Amérique est pas terrible aujourd'hui. Le tableau macro-global, structurel de l'Amérique est pas global, est pas terrible. Alors, sur ce, arrive Trump. Alors, que savons-nous de lui au juste? Je laisse de côté, on va dire, les aspects tempérament. Pour dire les choses autrement, le caractère, on va dire, mégalo, narcissique, imprévisible et instable. On veut dire que ça fait déjà pas mal. Mais on va admettre l'idée que dans le bureau ovale, il va, on va dire, se normaliser. Admettons. Le marché avait peur avant. Pourquoi? Le marché des actifs risqués avait peur avant. Pourquoi? À cause de son tempérament, à cause de propositions très négatives pour la croissance à moyen terme, l'immigration, le protectionnisme et l'alliance stratégique. Je vous signale que dans son programme, il expulsait 11 400 000 clandestins. Hein? Deuxième chose, non seulement il remettait en cause le traité transpacifique, le traité transatlantique, mais il imposait des droits de douane de 45% sur la Chine, de 35% sur le Mexique, rien que ça. Et il remettait en cause l'ALENA, et s'il fallait quitter l'OMC, il quittait l'OMC. Jamais on n'avait vu de position protectionniste aussi marquée de la part d'un candidat à l'élection présidentielle depuis les années 30, depuis le début des années 30. Et puis l'alliance stratégique, troisième chose qui faisait peur au marché, c'est-à-dire l'idée suivant laquelle, au sein de l'OTAN, dont il a dit que c'était une structure obsolète, si jamais vous ne participez pas suffisamment à un effort de dépenses militaires d'au moins 2% du PIB, ben moi je ne viens pas vous soutenir, concrètement, si vous êtes attaqué. Voilà ce qu'il disait en gros. Alors ces trois choses, évidemment, faisaient très très peur au marché. Sachant qu'il y avait des choses qui étaient plutôt potentiellement favorablement accueillies, c'était tous les aspects de relance budgétaire et fiscale. Je te baisse l'impôt sur les sociétés, je te baisse l'impôt sur le revenu, et je te fais une relance des dépenses d'infrastructures et des dépenses militaires. Voilà. Déréglementation aussi de certains secteurs, l'énergie, enfin les énergies fossiles, le secteur financier, et vas-y, vous parliez de la réglementation tout à l'heure, lui, il abolit la loi Dodd-Frank, c'est la célèbre loi de 2010, qui était venue dans la foulée de la grande crise, et puis il allège également une partie de la réglementation sur le secteur de la pharmacie. Depuis mercredi matin, qu'est-ce qu'on a comme information depuis 5 jours? Ça fait un peu neuf hein, comme analyse, mais il faut bien prendre ce qu'on a. On a indéniablement une attitude et des discours apaisants de la part de Donald Trump. Premier discours, interview à CBS, interview dans le Wall Street Journal. Même chose de la part des collaborateurs les plus proches. Des nominations assez conciliantes et une focalisation sur les thématiques positives. On n'a absolument pas vu Trump parler des mesures de sanctions commerciales. Pas un mot.
Pas un mot sur l'OTAN. Juste un mot sur l'immigration. On va expulser les 2 à 3 millions de clandestins criminels. Il parle bien des criminels. Et sur les clandestins criminels, il n'y a pas trop de débat aux États-Unis. Voilà. Et il y a même, alors c'est pour ça que le marché action a fini par bien réagir. Il voit un discours conciliant, il voit une focalisation sur les thématiques positives, et il y en a même qui nous disent ce ne serait pas un nouveau Reagan, parce que Reagan, qu'est-ce qu'il est proposé, lui? Des baisses d'impôts, augmentation des dépenses, déficit fédéral qui est explosé à la hausse, plus des mesures de déréglementation. Bon, il ne faut pas rêver quand même, hein. Il y a des différences entre deux, des différences de tempérament, je ne reviens pas trop là-dessus. Reagan avait une forte expérience politique. Lui, c'est sa première responsabilité politique. Sa première responsabilité politique à 70 ans, c'est d'entrer dans le bureau ovale. Ça fait un petit choc quand même. Troisièmement, il n'y avait aucune démarche protectionniste ou isolationniste chez Reagan. J'ajoute qu'au plan macro, attention aux erreurs d'analyse, Reagan est arrivé en pleine récession. Son déficit public se justifiait d'autant plus. Là, on n'est pas en pleine récession. On est en expansion depuis 7 ans et demi. Et il y a déjà une montée des tensions inflationnistes. Reagan a bénéficié de la baisse structurelle de l'inflation. Je vous rappelle que l'inflation était encore à 2 chiffres lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1981, et de la baisse des taux nominaux réels. Je vous rappelle que lorsque Reagan est arrivé au pouvoir, le Trésor américain empruntait à 10 ans à 16%. Vous entendez bien? 16%. Donc les choses ne sont absolument pas comparables. Que joue le marché pour l'instant? Le marché action américain, pour l'instant, il joue plutôt la relance budgétaire. Il faut dire qu'on a un impact sur la base des propositions initiales de Trump de l'ordre de 1,5 points sur le PIB américain sur 2 ans à peu près. Et cela compense pour le moment le resserrement des conditions financières. Oui, parce qu'attention, les taux longs remontent aux États-Unis, comme vous avez vu. On est à 2,20 cet après-midi. On était à 1,65 juste avant l'élection. Et puis le dollar est remonté. Quand le dollar monte et les taux longs remontent, il y a un resserrement des conditions financières. C'est plutôt négatif pour la croissance. Mais pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, la thématique positive l'emporte là-dessus. Et puis il y a une sous-performance du marché européen. Sur le marché obligataire, il baisse. Pourquoi? Hausse anticipée de la croissance nominale, c'est-à-dire de la croissance réelle et de l'inflation anticipée. On le voit très très clairement. Hausse des taux de la Fed. Avant l'élection, le marché priçait à peine 70% de hausse de taux probable le 14 décembre prochain. Là, on est à 96% il y a 1 heure. Donc, et je pense même qu'il y a une potentialité de repricing de hausse des taux pour le reste de l'année 2017. Hausse de la prime de terme, effet d'offre, c'est-à-dire les gens anticipent plus d'émissions de trésorerie l'an prochain, donc ça fait monter les taux. Voilà la réalité actuelle. Ce que le marché voit, c'est un marché obligataire clairement en baisse et un marché action américain en légère hausse, avec une surperformance sur le marché européen sur les marchés émergents. Les marchés émergents souffrent toujours lorsqu'il y a des perspectives de hausse de taux et des hausses de dollars et de hausse du dollar. Si en plus, évidemment, on rajoute un risque protectionniste qui concernerait principalement les pays émergents, notamment la Chine et le Mexique, évidemment que c'est négatif pour les marchés émergents. Les marchés émergents, depuis mercredi, tant du point de vue de la dette que du point de vue des actions, sous-performent. Et là-dedans, le dollar, pour l'instant, trône comme meilleure devise, grande devise, au sein des devises. Taux d'intérêt. Alors, pour vous dire franchement ce que je pense, parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne pense pas que les taux d'intérêt, contrairement à un certain nombre d'analyses un petit peu structurelles que je vois, vont remonter à des niveaux très 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 élevés. D'abord parce qu'à court terme, il y a une force de rappel très très nette. Si les taux d'intérêt montent très vite, vous allez voir que tous les secteurs sensibles aux taux d'intérêt, c'est-à-dire l'immobilier, le secteur automobile, un certain nombre de secteurs aux États-Unis, vont commencer à le ressentir assez rapidement. Au bout de quelques semaines, voire quelques mois, on commencera à le voir dans les statistiques. Et si on le voit dans les statistiques, le marché va tout de suite modifier ses anticipations de resserrement de taux de la Fed. Il va inverser ses anticipations de resserrement de taux de la Fed et le marché obligataire va rebondir. Déjà, premièrement. Ça me paraît très très important. Mais de façon un peu plus structurelle, ce qui empêche véritablement un relèvement brutal et fort des taux d'intérêt,
c'est-à-dire un crack obligataire relativement durable, à la 87 ou à la 94, c'est ça. Le fait qu'on n'ait jamais été aussi endetté de toute l'histoire du temps de paix. Ça, c'est la dette publique et privée du monde en pourcentage du PIB mondial. Depuis 35 ans, ça augmente. Voilà, on est à 250% aujourd'hui. Dans le même temps, la croissance potentielle nominale, je dis bien nominale, diminue dans toutes les autres, décennie après décennie. Il n'y a pas de miracle. Quand vous avez la dette qui monte et la tendance de moyen terme de la croissance nominale qui diminue, il n'y a pas de miracle. Hein. De deux choses l'une. Soit vous avez les scénarios Armageddon, utilisés jusqu'en 1945, c'est-à-dire des vagues de défauts massives, des phénomènes inflationnistes, voire hyperinflationnistes, assez massifs, ou alors des ajustements récessifs très longs et très douloureux au niveau des dépenses pour réduire la dette, notamment des dépenses publiques. C'est tous des scénarios Armageddon, tous des scénarios destructeurs. Le seul moyen relativement doux de lisser les évolutions du point de vue de l'ajustement, c'est ce qu'on fait depuis 35 ans. C'est la baisse des taux d'intérêt. Depuis 35 ans, la baisse des taux d'intérêt est la réponse logique et la moins coûteuse liée à l'augmentation de la dette et la baisse de la croissance nominale. Je ne crois pas à un reverse de ce mouvement comme on l'avait connu à partir des années 60. La remontée des taux longs date de 66 et faite à partir de 73 du premier choc pétrolier, évidemment. Ça monte encore à un plus haut niveau. Je ne crois pas. Je n'exclus pas qu'on remonte à des niveaux, notamment même au cours des prochaines semaines, hein, des niveaux de 3% pour le 10 ans américain, comme on avait connu d'ailleurs à l'été 2013, hein, pas il y a très longtemps, hein, lorsque Bernanke nous avait annoncé le tapering, c'est-à-dire la fin du quantitative easing de la Fed. Au-delà, ça commence à devenir problématique pour l'économie américaine. Pourquoi ? Parce que l'économie américaine est super endettée. Elle est super financiarisée. Et elle n'a donc pas les moyens de se payer le luxe d'une montée brutale et forte des taux d'intérêt. Si elle se paye une montée forte et durable et puissante des taux d'intérêt, elle connaît un ralentissement, voire une récession très rapidement. Et en Europe, c'est pareil. En Europe, les taux sont un petit peu remontés, mais ils sont quand même dans l'ensemble beaucoup plus bas. Je pense qu'ils sont autour de 1% aujourd'hui. Ils sont remontés depuis mercredi. Hein. Le Bund est remonté à 0,40 à peu près. L'OAT 10 ans, je n'ai pas regardé cet après-midi, mais il doit être autour de 0,75, 0,80. Ça reste fondamentalement bas. Hein. Si je vous avais dit il y a 3 ans, si vous m'aviez invité ici il y a 3 ans, je vous aurais dit que l'OAT allait atteindre 0,75 d'ici 3 ans, vous auriez tous traité de fous. Bah, c'est bien ce qu'on a vu. Et de toute façon, pour les taux européens, ce n'est pas la même histoire que les taux américains. Alors certes, le sens directionnel est déterminé par les taux américains. Il y a toujours une corrélation, un certain degré de corrélation entre les taux américains et les taux européens. Mais quand on a une banque centrale indépendante, comme c'est le cas avec Mario Draghi, quand je dis indépendante, c'est indépendante de la réserve fédérale. Ce qui est le cas avec Mario Draghi, qu'est-ce qui se passe depuis Mario Draghi ? Eh bien, le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux long américain à 10 ans et le taux long du Bund, qui est en fait, le benchmark obligataire américain, n'a jamais, enfin, pas depuis très longtemps, depuis les années 80 à peu près, n'a jamais été aussi élevé. Aujourd'hui, il a 190 points de base. C'est l'écart entre le taux long américain et le taux Bund. Et je crois que la BCE, dès le 8 décembre, va être particulièrement attentive à ce danger de contagion des hausses des taux longs américains et va adopter un discours très accommodant de nature à l'écarter. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, vous êtes bien gentil avec vos histoires, mais en fait, ça va durer combien de temps, cette affaire de baisse des taux, de maintien des taux bas à cause de ces histoires de dette nominale très élevée et de croissance nominale ? Ben, ça peut durer encore. Ça peut durer, pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, la soutenabilité de la dette, au niveau mondial, je parle bien au niveau agrégé mondial, dette publique et dette privée, ne se détériore pas, elle s'améliore. Le ratio du service de la dette sur PIB mondial, si on analyse la soutenabilité comme ça, eh bien elle diminue depuis 2009. Pourquoi ? Ben, grâce à la baisse des taux et grâce à l'allongement de la maturité
des emprunts. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre une hausse trop forte et ou trop brutale des taux d'intérêt. Sinon, c'est un impact récessif quasi immédiat. Et donc, des anticipations de nouvel assouplissement des taux longs. C'est juste une question de timing. Et je vous dirais même que, à la limite, ce qui compte en macroéconomie, ce n'est pas les taux nominaux, vous le savez très bien, c'est les taux réels. Comment a-t-on géré les années 70 ? Vous vous rappelez les années 70 ? À partir du premier choc pétrolier, 73-75, le premier choc pétrolier, il fait exploser les déficits publics, il fait exploser la dette publique. Comment on gère le truc ? Eh bien, par des taux réels négatifs à l'époque. Ça veut dire que la hausse de l'inflation est plus forte que la hausse des taux longs nominaux. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, les taux réels ne peuvent se manager principalement que grâce aux taux nominaux, pas grâce à l'inflation. Regardez aux États-Unis, il n'y a qu'aux États-Unis on a une inflation légèrement supérieure à 2%, et ce, après 7 ans et demi de cycle expansif. Le but principal des banques centrales, c'est quoi ? C'est de maintenir des taux réels très bas, très longtemps, pour gérer dans le temps l'explosion de la dette. Et c'est pour ça que la Réserve fédérale, finalement, n'est pas si malheureuse que cela de voir les anticipations d'inflation remonter un petit peu. Et je crois que la BCE, et plus encore la Banque du Japon, serait encore beaucoup plus satisfaite de voir les anticipations d'inflation au moins légèrement remonter. Ce faisant, permettant au taux réel d'être le plus bas possible. Voilà ce que je pense. Donc pour les taux d'intérêt, probablement des secousses, probablement de la volatilité, puisqu'on vit dans un monde, notamment depuis mercredi dernier, totalement sans précédent sur le plan politique américain, avec une potentialité de volatilité politique et de volatilité macroéconomique très forte, donc de volatilité des marchés, mais fondamentalement, les grandes tendances fondamentales ne sont pas remises en cause. Donc nous continuerons de vivre avec des taux d'intérêt structurellement bas, même si, en termes de timing, aujourd'hui, je ne conseillerais pas d'investir sur le marché obligataire américain, à l'exception probablement des obligations indexées sur l'inflation. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'on a le temps de répondre à des questions éventuelles ? On a un petit peu dépassé le temps. J'en prends une, c'est parce que vous l'aviez proposé, donc j'en prends une si quelqu'un a une question à la salle, mais il n'y a même pas de... Les hôtesses ne sont pas là. Ah bah ça c'est terrible ça. Non mais c'est si pas les grave, hôtesses ne sont pas là... Pierre. Oui, je vais... D'après ce que j'ai compris, Oui. l'élection de Trump va se traduire par une augmentation du déficit budgétaire américain et donc de la dette américaine. D'où on en est du plafond de la dette américaine. Et je me souviens que ça avait posé des problèmes en 2011. Donc je voudrais savoir d'où on en est 5 ans plus tard. Absolument. Bonne question. Le plafond de la dette fédérale existe depuis 1917 aux États-Unis, depuis l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Et c'est un plafond qui est fixé en niveau absolu. Et sous l'actuelle législation, c'est-à-dire sans changement à la fiscalité et aux dépenses, il serait atteint de toute façon à l'été prochain, été-automne prochain, c'est pas exactement. Donc de toute façon, il faudra le déplafonner. Il faudra d'autant plus le déplafonner qu'il risque d'y avoir un plan de relance budgétaire et fiscal considérable. Donc ce qui suppose, je le rappelle toujours, un accord du Congrès. Car la seule instance qui vote la loi de finances fédérale aux États-Unis, c'est le Congrès des États-Unis. Simplement, ce que j'observe depuis mercredi, alors on pouvait se poser la question avant mercredi, si Trump l'emportait, est-ce que le Congrès, même s'il était républicain, soutiendrait encore Trump ? Vous savez que beaucoup d'élites du Grand Old Party s'étaient détachées de Trump pendant la campagne. Et ce qu'on observe depuis quand même mercredi, c'est un certain nombre de ralliements. Et avec les discours apaisants de Trump, il est indéniable que se profile quand même une bonne probabilité de voir un plan de relance budgétaire et fiscal. Par le biais des dépenses d'infrastructure et au niveau des dépenses de défense également, et les baisses d'impôts qui ne seront peut-être pas aussi fortes que celles que Trump a proposées dans sa plateforme, mais qui seront quand même là. Et nécessairement, cela appellera de la part du Congrès des États-Unis un relèvement du plafond de la dette fédérale. Car si vous dépassez le plafond de la dette fédérale, normalement, vous êtes en défaut technique aux États-Unis. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça supposera un accord
Ce qui sera peut-être effectivement, et c'est pour ça que votre question est totalement justifiée, ce qui supposera probablement un débat au sein du Parti républicain un petit peu plus net. Parce que je rappelle que le Tea Party, par exemple, une grande partie du Tea Party est opposée à l'augmentation de la dette fédérale. Et il y a la droite conservatrice du Parti républicain et le Tea Party sont favorables à des baisses d'impôts, mais ils ne sont pas trop favorables aux augmentations de dépenses. Du moins, ils reconnaissent, enfin, certains d'entre eux reconnaissent qu'il faut une augmentation des dépenses d'infrastructures, parce que les infrastructures routières, notamment de transport aux États-Unis, sont très, très délabrées, mais ils veulent compenser ça par des baisses de dépenses sociales, notamment la Social Security, Medicare et Medicaid. Et pour l'instant, Trump ne propose pas de baisse de dépenses sociales. Donc il y aura probablement des débats là-dessus, mais sur le principe, je pense qu'il y aura une relance budgétaire et fiscale. En l'état actuel des choses, c'est l'hypothèse la plus probable, accompagnée d'un déplafonnement de la dette fédérale. Merci beaucoup Jean-Pierre Petit. Je pense qu'on peut l'applaudir.